Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Le titre n'est pas un titre putaclic. Le titre introduit en réalité une réflexion sur un phénomène qui a toujours été, c'est-à-dire la diabolisation d'une ethnie, d'une nationalité, d'une population, d'une communauté. Aujourd'hui, force est de constater que depuis plusieurs années, petit à petit, on a essayé de construire une certaine russophobie. Russophobie qui a finalement explosé par le moment où Poutine a commencé à faire de l'interventionnisme en Ukraine à partir de 2014, puisque c'est vraiment la date officielle durant laquelle les choses ont commencé à se précipiter, et surtout aujourd'hui, évidemment, avec la guerre en Ukraine. Alors, le problème de la russophobie, c'est quoi? C'est tout simplement le fait, c'est que même si les personnes un tant soit peu intelligentes, à un moment donné, dans les conversations, dans les débats, vont finir par signaler quand même que lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils disent russe, on parle évidemment de Vladimir Poutine, qu'on ne parle pas du peuple russe en général, ou tout le moins des Russes qui sont tout aussi victimes que les Ukrainiens d'un dictateur, d'un personnage autoritaire, totalitaire, homophobe, raciste. Alors évidemment, là, je suis dans le cliché, mais force est de constater que l'attaque par Poutine de l'Ukraine a exacerbé soudainement un sentiment anti-russe. Ce sentiment anti-russe n'est pas naturel, il est provoqué, il est manipulé. Et c'est une stratégie qui a toujours existé, puisque, souvenez-vous, au XXe siècle, à partir du moment où les outils de communication, où les outils de diffusion de la pensée, de l'information, du savoir, ont commencé véritablement à se démocratiser et à être beaucoup plus accessibles auprès du peuple, auprès de l'opinion. Parce que l'opinion, c'est ça que l'on veut. C'est l'opinion que l'on veut manipuler, c'est l'opinion qu'on veut guider, c'est l'opinion que l'on veut faire rentrer dans un carquois idéologique. On essaie évidemment de faire entrer la majorité de l'opinion, parce qu'on ne pourra jamais dissuader tout un peuple de la véracité des propos, des synthèses, des analyses, qui veulent essayer de vous démontrer que finalement le russe est méchant, le russe est nocif, le russe est un cancer. Quand je dis que dès le début du XXe siècle, on a commencé évidemment à faire de la propagande sur la manipulation d'opinion pour essayer d'inciter l'opinion à détester une communauté ou une nationalité particulière, même si, attention, avant, il y a toujours eu ce phénomène de cultiver une haine de l'autre, de l'étranger, du différent. Comment se ferait donc que dans l'histoire, nous avons des guerres, les guerres de religion, par exemple, en Europe, qui a mis en confrontation les catholiques et les protestants qui, je rappelle, sont l'émanescence même de la réforme calviniste, plus particulièrement issue de l'Empire germanique. Évidemment, entre autres détestations que l'on a cultivées, que l'on a essayé d'intégrer, d'incrémenter dans l'opinion, l'antisémitisme est évidemment l'un des éléments qui a été souvent mis en avant dans l'histoire, et plus particulièrement dans l'histoire du XXe siècle, jusqu'à son apogée évidemment de détestation avec le nazisme, avec la solution finale, la Shoah, le génocide du peuple juif européen. Mais au-delà, qu'est-ce que l'on pourrait aussi prendre en comparaison? Eh bien, tout simplement, par exemple, nous autres Français. Deux guerres mondiales qui ont été provoquées par notre voisin à l'Est. Alors aujourd'hui, certes, l'Allemagne est réunifiée depuis maintenant plus de 30 ans, même si aujourd'hui les jeunes générations connaissent plus ou moins l'histoire, ils arrivent quand même à faire la différence entre les Allemands des années 30, des années 20, qui peut-être dans la grande majorité étaient plus ou moins partisans, complices du nazisme. Les Allemands d'aujourd'hui,
ne sont pas nazis. Mais certains anciens vous diront qu'il reste néanmoins des éléments culturels. Tout comme en France, nous avons des éléments culturels. Des éléments culturels qui parfois nous poussent à aller dans certaines directions plutôt que dans d'autres. Sauf que les directions que nous choisissons, parfois, elles vont à l'encontre des intérêts de certains amis, de certains alliés. Souvenez-vous, 11 septembre 2001, l'Amérique est attaquée. L'Amérique justifie sa décision, son choix, sa politique, d'aller frapper l'ennemi, d'aller frapper le démon. Et dans cela, se lance dans des croisades. Une de ces croisades, c'est l'Irak. Si l'Afghanistan a été une guerre légitimée par l'Organisation internationale de l'ONU, ce qui a permis de constituer une coalition dans laquelle la France était incluse, en ce qui concerne l'Irak, les choses ont été totalement différentes. Pour ceux qui ont connu cette époque, nous nous souviendrons de ce discours de Philippe de Villepin lors de la session de l'ONU où les Américains l'ont eu en travers de la gorge quand la France a décidé de ne pas s'engager dans ce conflit. Du fait, entre autres, que les éléments fournis par les Américains étaient suspicieux, étaient douteux. Eh bien, sachez que en 2003, lorsque la guerre en Irak a commencé, tous les Français qui étaient aux États-Unis ont subi une forme, non pas de discrimination, mais ont été montrés du doigt comme étant les traîtres. Ça a duré comme ça pendant quelques années. Ça a fini par se calmer dans ce sens où, au bout du compte, une grande majorité d'Américains se sont rendus compte qu'eux-mêmes avaient été trahis, eux-mêmes avaient été trompés par leur gouvernement. Plus particulièrement l'Américain populaire, l'Américain de l'Amérique profonde, l'Amérique de la couche sociale basse, de la classe moyenne, qui a été celle qui a fourni le plus en matière d'hommes et de femmes que l'on a envoyés en Irak, et dont certains ne sont pas revenus, si ce n'est les pieds devant. Et donc force est de constater que ces Américains, ayant perdu un être cher dans une guerre qui finalement n'a servi à rien, se sont rendus compte que finalement, les Français avaient finalement peut-être raison. D'où la raison pour laquelle nous autres Français aujourd'hui aux États-Unis, nous sommes par une certaine catégorie d'Américains appréciés. Appréciés parce qu'ils ont compris ce que nous étions dans notre culture, c'est-à-dire des diplomates, c'est-à-dire des gens qui essaient de réfléchir, qui essaient de penser, qui essaient de calculer les choses, qui essaient d'analyser les choses pour ne pas foncer tête baissée, comme c'est malheureusement le cas dans la culture américaine. Mais pendant quelque temps, eh bien, tout ce qui était français était plus ou moins détestable. Preuve en est, c'est quand vous regardez le cinéma américain de cette époque, on se rendra compte que, soudainement, les personnages français étaient des méchants. Hollywood. Autre phénomène, évidemment, sur lequel nous nous battons pour être dans une version plutôt sensée, plutôt réaliste, plutôt humaine, c'est évidemment les musulmans. Les musulmans, eux aussi, subissent ce phénomène de généralisation, d'amalgame, même si malheureusement, certains politiciens, certaines personnalités, certains analystes, certaines personnes influentes, parfois ont la fâcheuse tendance de faire de la généralité. D'ailleurs, l'élection présidentielle va être déterminante pour savoir si, oui ou non, la plupart des Français comprennent le propos de Éric Zemmour, qui est parfois un propos généraliste, mais dont on sait qu'il ne pense pas que tous les musulmans sont des mauvais, bien évidemment. C'est ce qu'on appelle la raison gardée. Mais force est de constater que malheureusement, nous sommes parfois dans des sociétés où nous sommes confrontés à des esprits faibles, à des esprits, dirons-nous, manipulables, et qui, eux, par contre, vont plonger tête la première et vont pas faire de détails et faire de la généralité, et qui plus est faire de la généralité et de l'amalgame. Et on se retrouve évidemment dans des situations au même titre que ce que la communauté juive a connu au XXe siècle par la généralité, par, en effet, ce phénomène qui consiste à penser que systématiquement, parce qu'on a une appartenance à une communauté, on est forcément à l'image
de mauvaise réputation, de mauvaises attitudes de gens de cette communauté, et que forcément on partage exactement les mêmes idées. Alors qu'évidemment, vous et moi, nous savons faire la part des choses, nous savons faire la différence entre la généralisation et l'amalgame et la réalité de terrain, ce qui nous confère d'avoir dans nos expériences des gens, des individus qui nous font la démonstration que ce n'est pas parce qu'ils sont musulmans qu'ils sont forcément contre la République. Je dirais même que certains d'entre eux, avec des discussions très intéressantes, avec des discussions passionnées, nous font prendre conscience que ce sont des musulmans parfois croyants, mais croyants dans une philosophie tout à fait pacifique et qui sont très très loin, voire même sont contre cette idée de domination, cette idée d'hégémonie, de conquête, voilà, je cherchais le mot, que l'on peut trouver dans l'islam idéologique, dans l'islam politique. Ces conversations, évidemment, nous amènent à avoir une vision un peu plus globale, une vision un peu plus réaliste de la communauté, et nous faire prendre conscience que finalement, eh bien, l'expression qui dit qu'il faut de tout pour faire un monde est tellement vraie, ce qui veut dire, et ce qui se traduit, je dirais, par le fait que ce n'est pas parce que nous avons eu de mauvaises expériences avec des individus qui viennent d'une communauté, qui viennent d'une ethnie, qui viennent d'une religion, que forcément tous ceux qui appartiennent à ces communautés, à ces religions, à ces ethnies, sont forcément mauvais. En règle générale, notre réflexion nous amène tout simplement à faire le constat que nous avons aussi, sur notre propre peuple, sur nos propres compatriotes, que tout est une question d'intelligence, tout est une question d'éducation. Et que forcément, des gens peu éduqués, des gens pas forcément ayant grandi dans des milieux qui leur ont donné certains codes, certaines valeurs, eh bien, finissent par devenir des individus manipulables. Et qui dit manipulable dit évidemment des individus qu'on va réussir à conditionnés, à laver du cerveau, de par leur faiblesse à un moment donné, d'avoir ce que l'on appelle tout simplement le libre arbitre. Et ça vaut pour tout. Ça vaut pour le faible d'esprit qui se laisse embarquer dans le sectarisme, ça vaut pour le religieux qui à un moment donné se perd complètement dans sa façon de pratiquer sa religion et finit par tomber par le discours, par l'interprétation extrême, rigoriste de sa religion, et également par l'idéologie politique nationaliste, populiste, totalitaire, qui amène souvent les individus à penser que pour résoudre leurs problèmes, eh bien, il faudrait déjà résoudre le problème de l'étranger, de l'autre. Après, il y a la question culturelle. Il est évident que le XXe siècle, pour les Français, ça a été, comme je vous l'ai dit, 2 guerres mondiales. Et qu'aujourd'hui, il existe toujours des individus qui gardent une certaine méfiance vis-à-vis de l'allemand. Même s'ils savent reconnaître que les Allemands, qui sont aujourd'hui des jeunes adolescents, des jeunes de 20 ans, des trentenaires, des quarantenaires, n'ont rien à voir avec les Allemands de la Seconde Guerre mondiale. Et que, je dirais même, qu'ils gardent en mémoire, qu'ils gardent en tête une certaine repentance, mais une repentance succincte, on va dire, de ce que leur pays a pu commettre ou a pu être à l'origine d'un chaos, d'une ruine de l'Europe, sur laquelle d'ailleurs certains autres pays se sont bien enrichis. Je veux parler évidemment des États-Unis, même si pour d'autres raisons, c'est bien au XXe siècle que les États-Unis, et je dirais même à la fin du XIXe siècle, les États-Unis ont commencé à devenir une véritable puissance économique qui a finalement été renforcée évidemment par les 2 guerres mondiales, qui ont amoindri, qui ont ralenti le processus d'évolution de l'Europe dans sa puissance à la fois industrielle, économique, financière, sociale, etc. etc. Donc, dans nos sociétés, de par ces outils multiples aujourd'hui qui permettent d'accéder à l'opinion et voire même de pas seulement aider l'opinion mais aussi fabriquer l'opinion, eh bien force est de constater que les choses se sont accentuées. Et les choses non seulement se sont accentuées, mais en plus de ça, grâce à ces outils, on est allé beaucoup plus vite à essayer de forger chez certaines personnes, eh bien tout simplement un code, une équation immuable qui leur fait croire ou qui leur confère l'opinion d'avoir raison de juger l'autre en l'état.
eh bien aujourd'hui, force est de constater que nous avons été bien au-delà même de la raison. Bien au-delà de la raison, pourquoi? Tout simplement parce que, même si ça fait depuis maintenant près de 30 ans, que les Américains ont toujours eu gardé un œil sur la Russie parce que la Russie pouvait, éventuellement, être, en toute honnêteté, le canard boiteux de cette mondialisation voulue, cette gouvernance mondiale. Et qui plus est, si dans les années 90, on a bien laminé, on a bien ruiné la société russe. Lorsque Poutine est arrivé au pouvoir, il est évident que beaucoup d'experts très compétents ont tout de suite vu en Poutine un problème. Alors un problème qui ne s'est pas émergé immédiatement dans les années 2000, puisque Poutine avait tout un travail de reconstruction, tant sur le plan social, économique, militaire, politique, diplomatique de la Russie. Mais en revanche, à partir des années 2010, force est de constater que Poutine a été beaucoup plus présent et beaucoup plus poil à gratter sur les décisions, sur les volontés, sur les orientations, les politiques occidentales d'implantation, de mise en place des éléments, des pièces de l'échiquier du nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre mondial où évidemment, comme je vous l'ai dit, Vladimir Poutine n'a jamais été contre. C'est un ultralibéral. C'est quelqu'un qui aurait été parfaitement un allié de choix, un allié de qualité, si nous en avions un tant soit peu pris conscience, si nous en avions pris acte, au lieu de jouer les dictateurs. Non, dictateur est un bien grand mot. Mais de vouloir conserver le contrôle hégémonique sur l'ensemble de ce que l'on veut construire dans ce nouvel ordre mondial. En réalité, Vladimir Poutine est la preuve que ceux qui veulent l'implantation de cette nouvelle entité d'ordre mondial ne veulent pas le partager. Et à partir du moment où Poutine a été mis à l'écart, à partir du moment où Poutine a été déconsidéré, plus particulièrement par Washington, eh bien la guerre était déjà déclarée. Alors la guerre, elle a été déclarée, elle a eu quelques soubresauts. La Syrie a été l'élément le plus significatif de par l'interventionnisme russe dans cette guerre, à vouloir combattre l'État islamique aux côtés des forces de Bachar el-Assad. Mais force est de constater que, quand on s'y connaît un tant soit peu en géopolitique, on a très vite compris que Poutine, de par cette décision, a voulu démontrer à l'Occident que désormais, la Russie reprenait sa place dans l'échiquier international. Et qui plus est, avec un autre allié qui, lui, par contre, est plutôt, on va dire, peu enclin à vouloir s'engager dans des conflits avec des aspects géopolitiques, c'est la Chine. La Chine, elle est là pour faire du business, elle n'est pas là pour faire la guerre, elle n'est pas là pour vouloir dominer politiquement le monde, elle est là pour le dominer économiquement. Et qui dit évidemment domination économique, avec aussi des conséquences et des ramifications politiques. Ça, évidemment, cela va de soi. Mais force est de constater que nous avons tout fait pour pousser Poutine au-delà de ses limites. Et force est de constater que la guerre en Ukraine, cette invasion, cette attaque par la Russie de l'Ukraine, est bien l'aboutissement de ce que nous doutions plus ou moins un jour ou l'autre. Même si, en ce qui concerne l'Ukraine étant un sujet très sensible, on était de ceux qui pensaient que Poutine n'irait pas jusque-là. Peut-être qu'il envahirait en effet peut-être l'Est pour préserver, pour protéger ces deux républiques majoritairement russophones. Mais on ne pensait pas qu'il irait jusqu'à vraiment attaquer l'Ukraine et progresser de la façon dont il a progressé sur des, plus particulièrement sur des lieux stratégiques pour, je dirais, pas la stratégie, mais le confort de la Russie de s'assurer une sécurité territoriale et géopolitique dans la région.
Et force est de constater qu'évidemment, Poutine, par cette attaque, eh bien, finit par nous démontrer l'émasculation de l'Occident. Et pour cause, puisque si l'Occident parfois s'est amusé, s'est joué d'influence, d'interventionnisme, sans parfois véritablement mettre les pieds dans le plat, mais jouant subrepticement les soutiens, les aides, ou voir ce qu'on appelle la guerre hybride. La guerre hybride, c'est tout simplement faire des guerres sans s'impliquer nationalement, sans décision officielle d'être en déclaration de guerre envers un pays, mais tout simplement de payer des gens pour aller faire la guerre à votre place. C'est ça qu'on appelle la guerre hybride. Ce qui n'est pas nouveau, puisque dans certaines contrées hispaniques d'Amérique, des révolutions, des coups d'État, voire même en Afrique, ont souvent été plus ou moins téléguidés par des gens sur place qui étaient payés par des organismes privés qui eux-mêmes étaient rémunérés par des États. Ce qui a popularisé le terme mercenaire, finalement. Mais là, force est de constater qu'avec la Russie, qui là est directement impliquée, ce n'est pas des jeux d'intermédiaires, alors on a affaire quand même à un pays qui a l'arme nucléaire. Donc évidemment, on ne peut pas traiter un pays qui a l'arme nucléaire autrement que en tant que tel. Évidemment, ça change toutes les donnes sur la façon d'essayer de contrecarrer une politique de domination, une politique de conquête. Une politique de conquête, comme certains le prétendent, ou une politique de sécurisation territoriale, puisque pour éviter d'avoir l'OTAN à ses portes, l'Ukraine, évidemment, ne doit absolument pas tomber dans le giron de l'OTAN. Je ne vais pas refaire l'histoire sur cette thématique, je pense que nous l'avons tous compris. Mais de fait, le fait que Poutine attaque l'Ukraine, eh bien là, on a vu s'éclater, on a vu des vagues, des tsunamis de politiques anti-russes. Tellement anti-russes que l'amalgame, évidemment, est inévitable. Quand on s'attaque au fait que des artistes sont supprimés, virés de certains organismes, le fait que, sportivement, on annule la participation de la Russie à différentes compétitions. On a appris que la Russie a été dégagée du mondial qui va avoir lieu au Qatar. Voire même des œuvres, des écrivains. Ça va à tel point que cette russophobie va même pousser des gens à venir par écarter, voire utiliser ce terme très usuel aujourd'hui de canceller des écrivains, des artistes, des philosophes, des penseurs, voire, bref, un ensemble d'éléments culturels russes. Mais quand je dis des éléments culturels russes, c'est même des éléments culturels qui datent de très longtemps, c'est-à-dire avant même l'époque soviétique. Eh bien, à un moment donné, on se pose la question, on se dit, mais ce n'est pas parce que Poutine a sa politique que forcément tous les Russes suivent Poutine. Ah oui, évidemment, il y en a certains qui disent oui, mais selon certains sondages de popularité, Poutine est soutenu à plus de 60% par la population. Sauf que j'ai envie de dire, on pourrait très aisément appliquer aux sondages russes les mêmes critiques que nous faisons aux sondages français, comme les sondages américains. Donc on ne peut pas s'empêcher de prendre en considération le fait que, oui, il y a des Russes qui soutiennent Poutine, comme il y a des Russes qui détestent Poutine. Sauf qu'aujourd'hui, toute l'instrumentalisation même de la russophobie, eh bien, veut pousser le peuple russe à finalement se retourner contre son dictateur. Quand je dis dictateur, évidemment, c'est ironique. Sauf que depuis maintenant plusieurs semaines, je dirais même depuis plus longtemps que cela, je dirais même que depuis le moment où la Russie a fait de l'interventionnisme en Syrie, on se rend compte que les opérations occidentales
de dénigrement, de tentatives de manipulation, d'instrumentalisation, au sein même de la Russie, fonctionne plus ou moins sur les Russes urbains, ce que j'appellerais les Russes progressistes, voire même ultralibéraux. Les ultralibéraux qui correspondent plus à une idéologie qu'on se fait de l'ultralibéralisme occidental que de l'ultralibéralisme russe. Parce que la différence, c'est que l'ultralibéralisme russe fait du capitalisme pro-russe, alors que les ultralibéraux russes, plutôt occidentaux, eux font de l'ultralibéralisme mondialisé. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'hésiteront pas à un moment donné à vendre père et mère tant que ça leur apportera du profit, quitte même à désosser leur pays s'ils le font. Je dirais même qu'il y a même des Russes qui sont ultralibéraux occidentaux, mais qui n'ont même pas l'idée, ou qui n'ont peut-être la mémoire très courte de ce qui s'est passé dans les années 90. Soyons clairs, si demain Poutine est dégagé, il y a de fortes chances que le processus qui avait eu lieu dans les années 90 reprenne son cours avec un ersatz, un polichinelle, une marionnette placée au Kremlin par les officines financées par des intérêts occidentaux pour réouvrir les portes au dépouillement et au dépeçage de la Russie. Je rappelle la Russie, qui est quand même le plus grand pays du monde et qui possède certainement les ressources matières premières, énergie, etc., les plus importantes qui leur permettent justement à la Russie d'être complètement autonome, d'être complètement indépendante, à tel point qu'ils en ont qu'ils sont capables d'en vendre à l'étranger. Donc ça aussi, ça rentre aussi en ligne de compte dans la politique qui consiste à essayer de mettre par terre la société russe pour pousser les Russes à aller contre leur gouvernement. Sauf que le problème, c'est que si le gouvernement arrive par justement ces qualités de productivité et aussi certaines alliances qu'elle a avec d'autres pays, de réussir à, certes avec quelques contre-coups économiques, à maintenir le cap, eh ben, il y a des chances que c'est pas demain la veille qu'on verra une révolution en Russie contre Vladimir Poutine. Donc, je pense qu'il y a certains Occidentaux qui sont parfaitement conscients de cette situation. Et de fait, que la Russie soit un pays nucléarisé, le fait que ce soit un pays qui peut parfaitement être demain autonome sur le plan énergétique, sur le plan alimentaire, sur le plan agricole, sur beaucoup d'autres plans. Alors, par contre, en revanche, en effet, sur le plan technologique, etc., il y a beaucoup trop d'interdépendance, mais rien n'empêche que, avec le voisin, avec l'ami chinois, les Russes puissent à un moment donné développer leurs propres produits. Comme d'ailleurs ce que les Chinois sont en train de faire depuis une dizaine d'années maintenant. Car si la Chine fabriquait des produits de sociétés américaines, de sociétés européennes, aujourd'hui, force est de constater que vous avez les mêmes produits sous label chinois. Et je rappelle que l'argument qui consiste à dire que oui, mais c'est chinois, c'est de la merde. Et attention, avec le temps, avec l'expérience, c'était plus forcément vrai. Donc imaginez que demain la Russie, des entrepreneurs russes, en collusion et en collaboration avec certains pays alliés tels que la Chine, finissent par reconstruire une économie, une industrie, et réussissent à construire des entreprises ou à concevoir des produits similaires qui remplaceront les produits occidentaux. Ça, c'est fort possible. Et c'est ça qui emmerde les mondialistes. Parce qu'ils savent que la Russie n'est pas par terre. La Russie est loin d'être mise à genoux. Et ce n'est pas avec les sanctions qu'on est en train de faire, qui peuvent en effet nuire les intérêts de certains, mais qui n'auront pas à terme des effets catastrophiques. Force est de constater qu'au grand regret des anti-russes, le rouble n'est pas complètement ruiné. Le rouble se maintient, se tient à flot. Alors, ça ne veut pas dire que peut-être demain il va s'effondrer, mais pour l'instant, depuis le début de cette guerre et depuis le début des sanctions qui sont balancées à la tronche de la Russie, force est de constater qu'économiquement, on est loin des impacts de destruction, on est loin des impacts d'effondrement économique qu'on espérait.
Pourquoi? Mais tout simplement parce que nous avons voulu couper court avec les exportations russes, nous avons voulu couper court avec des importations de nos produits en Russie, et dont à la limite la Russie peut très bien se passer. Je rappelle, hein, quand vous avez des enseignes telles que Zara, H&M, même certains réseaux de grande distribution, etc., qui arrêtent par valeur symbolique leurs activités en Russie, ou leurs activités commerciales avec la Russie, mais sur le plan économique, les impacts sont très limités. Même si sur place, évidemment, se pose le problème de mettre des Russes au chômage. Mais pour l'instant, on se rend compte que ça n'a pas véritablement d'effet catastrophique. Et donc, quand je parle de russophobie, je parle de russophobie tout simplement parce que c'est vers quoi nous nous orientons. Le fait que nous n'arrivons pas, depuis des années, à dégager Poutine. Eh bien, nous allons nous attaquer aux Russes. C'est-à-dire que nous allons blâmer le Russe jusqu'à temps qu'il suive, jusqu'à temps qu'il accepte son destin qu'on lui impose de vouloir aller contre son dirigeant. Je dirais qu'à la limite, la tactique ne change pas énormément. Nous savons pertinemment qu'il y en a qui sont spécialistes de la chose, en l'occurrence la CIA, comme le MI6. Force est de constater que le problème, et c'est le même problème que nous avions avec les Ukrainiens, c'est que beaucoup de gens sur Internet vous disent « Oui, mais moi j'ai de la famille, j'ai des amis, j'ai ma femme, mon mari qui est ukrainien. » Le problème, c'est que lorsqu'on commence à aborder le thème « Ok, mais de quel bord ils sont? Est-ce qu'ils sont ukrainiens ou ukrainiens russophones ?» Là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y en a les 2 tiers qui disparaissent. Et le tiers qui reste, eh bien, en règle générale, ils ont plutôt le comportement humaniste. Se dire, oui, mais ils sont les propres victimes de cette guerre. Ils sont à la fois les victimes du gouvernement et des manipulations et des tiraillements géopolitiques de l'Ukraine depuis 30 ans, que de cette guerre, qu'en est un aboutissement, qu'en est une conséquence. Parce que si évidemment le discours officiel est de dire Poutine est le méchant, Poutine veut conquérir, Poutine veut reconstruire l'Union soviétique, Poutine veut annexer l'Ukraine. Le problème, c'est que c'est une affaire qui dure depuis très longtemps. Comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo, l'Ukraine a acquis son indépendance en 1991. Sauf que les idiots utiles, les ignorants, ne savent pas que c'est la première fois que l'Ukraine devient indépendante. Jusqu'à présent, elle a toujours été un pays, une nation tiraillée par des conquêtes, par des subsides, par des dominations, par des influences. C'était la première fois, tout d'un coup, elle devenait libre, indépendante. Sauf qu'elle ne l'est pas restée très longtemps, parce que derrière, dans les coulisses de la politique, dans les coulisses de l'État, dans les coulisses du Parlement, ont commencé à interagir, évidemment, les influences. Les jeux d'influence russes et les jeux d'influence américains. Je dis bien américains, puisqu'il suffit de voir leur omniprésence pendant Maïdan en 2014 pour se convaincre que c'est bien eux qui mènent la danse, que ce n'est pas l'Union européenne. D'accord? Donc, peut-être avez-vous vu récemment l'intervention de Anne-Laure Bonnel à Touche pas à mon poste, où très clairement on sentait bien qu'ils essayaient de vouloir la discréditer. Sauf qu'à un moment donné, elle a quand même remis les choses à plat. Et je trouve que là, elle a eu raison. Elle a dit simplement, c'est que l'Ukraine n'est que la conséquence, n'est que le sujet, n'est qu'un prétexte supplémentaire dans les chapitres d'une guerre qui oppose la Russie aux États-Unis d'Amérique. Et là, je peux vous dire, tout d'un coup, il y a eu un silence qui était révélateur. Et même pendant l'émission, il y avait ce fameux ex-espion du KGB qui, depuis quelques mois, tout d'un coup, hop, se ressurgit dans les médias. Il sort d'on ne sait où.
et qui donne lui ses points de vue, ses opinions, alors qu'il est profondément anti-Poutine. Je pense qu'il est profondément anti-Poutine parce que ce type a bénéficié évidemment des transfuges occidentaux et que par conséquent il défend les intérêts occidentaux contre un Poutine qui lui défend les intérêts russes. Même lui, à un moment donné, il ne pouvait pas contrecarrer ce que disait Anne-Laure Bonnel. Même s'ils ont essayé d'attirer Anne-Laure Bonnel dans le pathos, dans le sentimentalisme. On a même essayé, d'un moment donné, de lui dire oui, mais le peuple russe reconnaissait que le peuple russe que le peuple ukrainien, est un peuple souverain et qu'il a droit à la légitimité. Sauf que cette chroniqueuse, à un moment donné, on avait envie de lui dire mais dites-moi, vous parlez de peuple, de démocratie, de peuple souverain, etc. Et que c'est pas normal que tout d'un coup un autre pays agresse ce peuple souverain, que c'est à lui de décider, que si lui décide de vouloir intégrer l'Union européenne ou l'OTAN, c'est son choix, c'est son droit, etc. Mais j'avais envie de dire à cette chroniqueuse, je dis mais attendez, rappelez-moi en 2005, le référendum sur la Constitution européenne, on a bien eu un acte démocratique là, on a bien consulté les Français. Et rappelez-moi que les Français ont bien dit non. Mais que 2 ans plus tard, Sarkozy a joué de subtilité en passant non plus par le peuple, mais en passant par le Parlement. Parlement évidemment en totale collusion avec les européistes, etc. Et qui finalement a validé le traité de Lisbonne en totale contrariété, en total désaccord avec ce que les Français avaient dit non. Évidemment, certains vous disent, oui, mais c'était la Constitution européenne, là c'est autre chose, c'est le traité de Lisbonne. Oui, bien sûr. Vas-y, prends-moi pour un con aussi. Mais cette chroniqueuse, apparemment, voilà, peuple souverain. Oui, peuple souverain. Sauf que, donnez-moi un pays où le peuple est souverain. Oui, peut-être l'Islande, en effet. Sauf que l'Islande, ils sont moins de 400 000 habitants. Donc c'est plus difficile de manipuler 400 000 habitants que d'en manipuler des millions. Soyons clairs. Donc rappelez-moi, quel peuple aujourd'hui est souverain? Quel peuple est respecté dans ses choix, dans ses décisions? Puis rappelez-moi pourquoi est-ce qu'on dit que dans les milieux stratégiques, politiques, etc., on part du principe que le peuple est idiot, que le peuple est ignorant, et que c'est pas au peuple qu'on doit donner la destinée d'un pays. Donc vous voyez, le discours pathos du peuple souverain et tout le tralala, etc., ça va 2 minutes. Parce que dans la réalité, ça ne marche pas. En effet, peuple souverain, les bases existent, la Constitution existe, les éléments constitutionnels existent. Sauf qu'entre les textes qui défendent l'intérêt du peuple d'être souverain, malheureusement, le peuple donne des responsabilités de gestion à des gens qui les entubent, qui les trahissent. Sauf que apparemment cette chroniqueuse, voilà, c'est ça le problème. Vous voyez, là encore, on est dans la manipulation. On est dans la manipulation d'opinion. On essaie de focaliser l'émotionnel sur des valeurs, alors que ces valeurs ne sont même pas respectées dans notre propre pays. Vous voyez le décalage. Il y a un problème sémantique énorme. Donc, pour revenir à la russophobie, eh bien cette russophobie, c'est pareil. On a atteint des niveaux de conneries qu'on en est réduit aujourd'hui à avoir des gens qui veulent canceller des éléments culturels historiques parce qu'ils sont russes. Demain, ça va être quoi? Ça va être quoi? Ça va être, on va débaptiser toutes les rues, toutes les places qui sont au nom de auteurs, de musiciens, d'artistes, de penseurs, d'idéologues russes. Demain, on va faire quoi? On va canceller tout l'art russe, tout le patrimoine culturel russe. Tiens, j'ai envie de dire, la cathédrale orthodoxe russe qui a été construite pas très loin de la Tour Eiffel à Paris,
qu'est-ce qu'on fait? On la rase. On rase l'église orthodoxe de Nice. On fait la chasse à tous les Russes qui sont en France. Rappelez-vous jusqu'à quel point on est dans la connerie de cet élu qui a voulu considérer que toutes les personnes qui ont des noms à consonance russe, on devait les ficher. Il y a des moments, vous vous dites que la dématérialisation même de l'essence du bon sens, je dirais même de l'histoire. L'histoire, elle est là pour nous aider à comprendre la nature humaine. L'histoire, elle est là pour nous aider à ne pas faire les mêmes erreurs, à ne pas aller dans les mêmes directions, à ne pas faire les mêmes conneries. Et à force que malheureusement, même parfois chez certaines personnes éduquées, ils sont tellement lavés du cerveau qu'ils finissent par faire les mêmes conneries, par dire les mêmes conneries, par faire les mêmes erreurs. Et tout d'un coup, on a l'impression de sentir quelque chose de nauséabond. Quelque chose de nauséabond qui va de toute façon, un jour ou l'autre, avoir un effet boomerang. Et que fatalement, des gens comme vous et moi qui savent faire la part des choses, nous serons respectés pour ce que nous sommes. Certains nous traiteront de pro-Poutine, de pro-russe, de nazis, d'extrême droite. Mais j'ai envie de dire que nous avons l'intelligence à un moment donné de nous dire que ces gens-là, tôt ou tard, vont eux recevoir un effet boomerang qui risque de les ébranler considérablement dans leurs convictions. Et l'affaire de Boutcha, ce massacre de Boutcha, que l'on essaye désespérément de maintenir la version officielle, alors que ce soit l'Union européenne, que ce soit même l'ONU qui a fait un communiqué officiel dénonçant le massacre, dénonçant l'atrocité, dénonçant la barbarie, et qu'il fallait absolument une enquête pour clarifier cette affaire, ne fait jamais mention des Russes. Fait mention donc d'un massacre, mais ne l'attribue pas, par défaut, aux Russes. Alors vous comprenez bien que Washington, il y a des gens qui commencent à être pas contents, tellement pas contents que les États-Unis ont demandé de suspendre le siège de la Russie au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui, à mon sens, est une organisation qui ne sert à rien, qui sert en effet à faire des enquêtes, qui sert en effet à aller envoyer des experts, des enquêteurs, des observateurs dans des conflits, qui font des rapports parfois très, très justes, très honnêtes, sauf que les rapports, généralement, ils servent à rien, parce qu'on ne s'en sert pas. Parce qu'évidemment, si on s'en servait, on mettrait en évidence des exactions, on mettrait en évidence des responsabilités. Et attention, quand je dis des responsabilités, ce n'est pas uniquement des responsabilités d'un camp, mais des responsabilités des deux camps. Et souvent, les enquêtes de l'ONU, elles font cette part des choses. Elles dénoncent, en effet, des actes commis par des gens, mais qui ont été commis par des gens parce qu'il y a eu une escalade de violence, une escalade de haine, dont l'autre camp est responsable. Et aujourd'hui, force est de constater que la guerre en Ukraine, c'est aussi une guerre de l'information, une guerre de l'image, qui joue aussi dans cet intérêt de forger, de construire, de mettre une conviction de détestation du russe. Et force est de constater que dans ce jeu, même si encore une fois, je le dis, il y a des gens qui savent être objectifs, qui savent prendre du recul, et bien malheureusement on a aussi des gens qui plongent la tête la première, et qui non seulement ont des propos qui sont extrêmement dérangeants, mais qui en plus de ça semblent vraiment convaincus de ce qu'ils disent. Mais moi personnellement, j'ai été confronté à des gens qui m'ont soutenu mordicus des faits qui n'ont jamais existé, mais que ça servait leur intérêt d'argumenter de leur détestation du russe. Quand on en est au point de détester les Russes et de faire finalement l'amalgame,
Ce qui est assez amusant, c'est de savoir que ce sont les mêmes gens qui, en France, sur certains événements, sur certains faits, crieront toujours à ne pas faire d'amalgame vis-à-vis de la communauté musulmane. Or, vis-à-vis des Russes, eh bien, ils font exactement le contraire de ce qu'ils disent vis-à-vis des musulmans. Et c'est là qu'on se dit que ces gens n'ont même pas de honte. Est-ce qu'ils se rendent compte de leur connerie? Est-ce qu'ils se rendent compte de leur incohérence, de leur contrariété? Ben, il ne semble pas. Et je vais terminer cette vidéo sur ce phénomène. Je vais vous raconter une petite anecdote. Sur Twitter, il y a une personne qui, évidemment, m'est montée dessus sur le fait que je disais, attention, montrer du doigt les Russes sur le massacre de Boutcha est une chose, sauf que le jour où peut-être on s'apercevra que ce n'est pas les Russes qui ont massacré, mais des Ukrainiens, à votre avis, quelle sera votre réaction? Et là, il me monte dessus, etc. Oui, de toute façon, Poutine, machin, etc. Et à un moment donné, je lui dis, mais Poutine, il est ce qu'il est, il est le dirigeant d'un pays. Il est dirigeant d'un pays qui en a pris plein la gueule pendant 10 ans parce qu'on avait l'intention d'en faire un ersatz, on avait l'intention de le dépecer, on avait l'intention de le réduire à néant, avec derrière, évidemment, des intérêts économiques, des intérêts politiques occidentaux. Donc je lui dis, est-ce que, à tout hasard, est-ce que vous ne pensez pas que Poutine a de bonnes raisons de détester l'Occident pour ce qu'il a fait à son pays dans les années 90? Et là, il me dit, mais vous n'y connaissez rien, vous ne savez rien. Moi, je vous dis, ma femme, elle est russe, donc je sais de quoi je parle. Et à un moment, cette personne, je lui dis, je pose la question, mais justement, si votre femme est russe, posez-lui la question, qui est la mère de toutes les Russies? Qui est le berceau de toutes les Russies? Et bien, je vous le donne en mille, le mec, il a été incapable de me donner une réponse concrète. Au contraire, il m'a donné une oui, de toute façon, ma femme, elle est russe, et elle pleure la Russie, elle pleure à cause de Poutine, etc. Donc déjà, j'ai compris que le mec, en fait, il était en train de me baratiner, qu'il n'a pas de femme russe, évidemment. Et je le redonne dans un deuxième piège. Et je lui dis, mais si vous voulez vraiment comprendre la situation, déjà lisez Tolstoï, je lui ai donné Tolstoï, je lui ai donné 3 noms, je me souviens plus des 2 autres noms, mais j'avais fait attention que le deuxième nom que j'avais donné, c'était en fait un auteur, un musicien, un compositeur. C'était pas un écrivain. Et donc je lui donne ces 3 noms et je lui dis, ben, lisez déjà ces 3 auteurs pour que vous compreniez vraiment la Russie. Et là il me répond, je n'ai pas besoin de prouver ma culture, de toute façon ces 3 auteurs confirment ce que je dis et ce que je pense à une époque de la Russie, etc. Et à un moment je lui dis, mais ok, à mon avis vous n'y connaissez rien de l'histoire de la Russie, vous n'y connaissez rien de cette région de l'Asie. Simplement parce que si vous aviez un minimum de connaissances, un minimum de savoir, vous auriez repéré que parmi ces 3 noms, je vous avais donné le nom d'un compositeur et non pas d'un auteur. Et bien le mec, il m'a jamais répondu. Donc, je compatis aujourd'hui avec tous les Russes. Tous les Russes qui sont aujourd'hui dans le risque, dans la peur, d'être confrontés à des fragiles duos qui ne sauront pas faire la part des choses et qui vont considérer que forcément, quand on a un nom russe, on est forcément pro-Poutine. Parce que malheureusement, ça va être les mêmes. Ça va être les mêmes qui se sont prétendus vouloir combattre le juif, de vouloir combattre le boche, de vouloir combattre le fascisme, parce qu'en règle générale, ils n'y vont pas dans le détail, ils y vont dans la généralité, ils y vont dans l'amalgame. Mais en règle générale, j'ai envie de dire, quand on en arrive à ce point, ça veut dire que finalement, peut-être, la véritable responsabilité, elle est tout simplement dans nos dirigeants. Nos dirigeants qui ont alimenté, fomenté, maintenu un système économique, un système mondialiste, qui est aujourd'hui arrivé au bout du bout.
et que sa survie, que sa subsistance, que son existence même est aujourd'hui menacée, que le seul moyen qu'il a de rester au pouvoir, c'est tout simplement nous pousser à nous taper les uns contre les autres. Et avec toutes les conséquences que ça implique, avec toutes les stratégies que ça implique, y compris fomenter, alimenter la haine de l'autre. Parce qu'on le sait, il y aura toujours des idiots utiles pour être haineux de l'autre, à tel point qu'il en perdra toute humanité, à tel point qu'il se contrariera même lui-même de ses convictions, soi-disant. Et j'ai envie de dire, regardez ce qui se passe en France avec les militants politiques. Certains qui se sont fait agresser. Ce vieux qui faisait du tractage pour Zemmour sur un marché qui s'est fait agresser par un mec qui avait pratiquement 2 têtes de plus que lui. Quand une société n'a plus la raison, quand une société n'a plus la maturité, la responsabilité, en règle générale, il ne sort jamais rien de bon à l'issue, à l'avenir, en suivi des choses. Sur ce, excusez-moi de vous avoir démoralisé, mais on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et surtout, allez voter et votez bien.